Province de l'Ituri. Merci de votre fidélité. Voici le premier numéro de ce magazine. Nous sommes lundi 7 février 2022. Madame, Messieurs, on commence cette émission avec les Sacres du Lion de la Teranga. Fini donc la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Sadio Mané avec Aliou Cissé ont remporté les trophées hier par jet de tir au but face donc à l'équipe égyptienne. Sadio Mané qui a soulevé les trophées hier, fini cette phase de la CAN. Rendez-vous au mois de mars prochain pour le match des barrages en vue de la qualif et pour les 5 équipes africaines qui vont jouer la Coupe du Monde au niveau du Qatar. Sujet d'actualité politique, 48 heures après son interpellation, suivi de son audition de près de 40 minutes. Toujours pas des versions, en tout cas officielles, en ce qui concerne l'interpellation et l'audition du numéro 1 du Conseil national de sécurité, François Béa Kassonga, qui a été interpellé le samedi par les services de l'Agence nationale de renseignement. Plusieurs versions, en tout cas, circulent dans les médias, tout comme dans les réseaux sociaux. On parle d'une guerre de clans autour de l'entourage du président de la République, mais également cette réquisition de l'ANR adressée au DG de la compagnie Orange sur le relevé téléphonique d'un numéro. Ça vient encore embrouiller davantage la situation. François Béa Kassonga reste toujours à l'ANR, mais de quoi reproche-t-on à ses patrons des services au niveau du CNS? La réponse, elle n'est pas officielle, à part peut-être la version donnée le week-end par la cage de son président, il s'appelle Georges Kapiamba. Selon Georges Kapiamba, donc, on reproche à François Béa le fait d'avoir participé à une réunion secrète, ça c'est selon Georges Kapiamba, des réunions pour attenter peut-être à la sûreté de l'État. Ça, c'est des accusations, des questions quand même trop graves. Ça sort de la bouche de Georges Kapiamba. Pas de version officielle, on attend, mais nous allons peut-être tenter de creuser davantage dans cette émission. L'actualité également, c'est ces chronogrammes, appelez ça comme vous voulez, chronogramme en ce qui concerne les élections à venir, mais les calendriers en ce qui concerne l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces à problème. Justement, on va en parler dans cette émission avec un expert. Il nous a été annoncé pour la semaine passée, mais finalement, il s'était excusé. Il est avec nous sur ce plateau. Il nous fait l'honneur, le plaisir. C'est pour vous aussi, pour votre bonheur. Jérôme Bonso, il est de la structure AETA, Agir pour les élections transparentes et apaisées. En tout cas, il est à sa première participation à ces magazines pour cette nouvelle année 2022. Monsieur Jérôme Bonso, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Serge, bonjour à tout le monde. Bienvenue à vous. Merci. Allez, aux côtés de Jérôme Bonso, qui va peut-être nous accompagner pendant quelques minutes, nous aurons Innocent Olenga Lumbaye. Il est de scooprdc.net. Innocent, qui n'est plus à présenter dans ces magazines. Innocent, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Serge, merci beaucoup. Et bonjour aussi à tous les téléspectateurs de CCTV. Très bien, allez, avec Innocent Olenga. On va aller vite. Le troisième invité, il fait son comeback, il nous a quittés. Il était où? Avec la barbe qui a poussé. Est-ce qu'il était au Nord-Mali? Est-ce qu'il était au Burkina Faso? Est-ce qu'il était en Guinée? Mais vous allez les découvrir, même son accoutrement. Dit tout. Walter Kouy, de Top Congo. Bonjour et bienvenue Walter. Bonjour Serge Kabongo, bonjour aux téléspectateurs de CCTV, merci beaucoup pour l'invitation. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous n'êtes plus là et puis vous revenez, les looks ont complètement changé. Oui, vous avez raison, depuis le mois de décembre, je m'étais retiré pour une raison familiale, j'ai perdu papa début décembre. Bon, comme de coutume chez nous, vous devez prendre 2 mois pour vous retirer, surtout que nous sommes de la famille régnante. Je devrais me retirer de toute activité officielle, et c'est ce que j'ai fait. Les 2 mois étant passés, me voici réapparu. Merci, condoléances et bon retour à vous. Merci beaucoup. Allez, on va aller dans le vif du sujet avec Innocent Olenga Lumbaye. Non, vous gardez les micros, cher ami Walter Kouy, puisque vous revenez comme un revenant. Je vous présente le V, même si c'est en retard, les Sacres du Lion de la Teranga. Ils étaient pourtant favoris pour cette compétition et ils l'ont confirmé. Ils l'ont confirmé, bien que ça soit au tir au but, mais c'est un exploit que les Lions
en soit arrivé là parce que l'équipe égyptienne, c'est une très grande équipe, des professionnels. Et, ils se sont retrouvés à deux, les deux grands de Liverpool se sont retrouvés au sommet de la Coupe d'Afrique. Félicitations, le jeu était très bon, mais je regrette le penalty de Sadio Mané pendant les premières dizaines du temps réglementaire. J'ai eu même peur quand on lui a donné le dernier penalty. Je me suis dit, c'est peut-être pour qu'il soit consacré, mais à mon avis, j'avais peur que ça soit la mauvaise personne. Heureusement qu'il a marqué. Félicitations à lui. Merci beaucoup. Jérôme Bonso, vous suivez aussi le football? Oui, je vous ai vu agiter la tête quand tout à l'heure Walter Ko il parlait de ces pénaltys ratés et ces tirs au but réussis. Tout à fait. Tout d'abord, félicitations à l'équipe du Sénégal et surtout à son entraîneur, que c'était monsieur-là qui a fait la fierté de l'Afrique, de voir qu'il y a des entraîneurs locaux qui peuvent faire mieux que d'autres. Et voir l'équipe du Sénégal, c'est une équipe de stars de football qui jouent dans de grands clubs. Et quand on a aligné ces stars, moi j'avais vraiment confiance, parce que comme Alter vient de dire, j'avais demandé, ma prière qu'on ne puisse plus donner à Sadio Mané le penalty. Oui, parce que si Sadio Mané, ce sont des vedettes qui ratent. Il y avait la pression, hein? Oui, c'est comme Mbappé qui avait raté le penalty, il fallait le garder. C'est comme notre ami de Liverpool, son ami de Liverpool, il s'était réservé pour ne pas tirer, mais je déplore le fait que le Congo, les léopards n'étaient pas au rendez-vous. Mais je vous dirai pourquoi. Merci. Merci beaucoup. Allez, on va peut-être attendre le Congo au match du barrage, c'est au mois de mars. Hein. Tout à fait. J'apprends que ça sera au stade de Martil. Oui. Quelles sont les chances du Congo peut-être face à l'équipe de Lion de l'Atlas nous avons de grands joueurs cette fois-ci qui se confirment, ils sont là. Je crois que si on met du sérieux dans les préparatifs, qu'on ne fasse plus encore de préparatifs à la hâte, c'est à la hâte, on demande les résultats. Quand le gouvernement dort, c'est en dernière minute qu'il vous donne. C'est comme la fois passée quand un joueur de Léopard, on ne leur donnait pas à manger. À 3 jours, ils mangeaient 5 fois par jour, en oubliant qu'ils vont le rendre beaucoup plus lourd. Et sur le terrain, nos joueurs étaient lourds. Et vous leur avez donné beaucoup à manger. Donc, c'est ça, il faut aussi prendre à temps. Jérôme Bonso, vous savez, vous m'avez agréablement surpris de parler de football. On sait que quand vous citez le nom de Jérôme Bonso, c'est-à-dire élection, machine à voter, fichier électoral. Mais là, vraiment, merci à vous. Hein. Vous vous intéressez aussi à d'autres disciplines. Cette Raphaël où on perdait les souliers et on nous jetait. Moi j'étais imanien, mais j'ai changé. Ah, mais là il m'en a cédé. Non. Il m'en a resté maintenant, je me suis resté neutre. Merci beaucoup à vous pour ces mots d'introduction. Innocent Olenga, je suis à vous pour commenter quand même ces sacres. Une première pour les Lions de la Teranga, Aliou Cissé, Sadio Mané, cette génération. Mais je crois que ça vient dans un contexte un peu plus particulier. Le président Macky Sall qui accède à la tête de l'Union africaine un samedi, 24 heures après, c'est l'équipe nationale qui amène un trophée continental. Oui, vous savez, Serge, vous me connaissez bien, je n'ai pas l'habitude de suivre les matchs. Oui. Mais hier, là, je m'étais consacré. Même si Jean-Henri Koumandi parfois vous pousse à suivre. Justement. Mais hier, là, j'étais déterminé à suivre les matchs. Et du coup, moi-même, j'étais convaincu que le Sénégal allait gagner parce que il a raté beaucoup de buts au cours du match. Bien que le penalty a été aussi raté par Mané. Mané a raté le penalty, mais vous voyez, avant de les shotter, son coéquipier plutôt, Salah, est allé chuchoter à l'oreille du gardien. Apparemment, il connaissait bien son coéquipier. Oui. Pour lui dire, attention avec lui, allez de ce côté-là. C'est ce qui a fait qu'on a stoppé les coups de penalty. Oui. Mais lorsqu'il est revenu, Salah était surpris. Et regardez bien l'image, Salah s'est tenu la tête quand il a vu Mané avec les ballons pour les derniers penalty. Apparemment, il n'a pas eu le temps d'aller encore dire quelque chose à son gardien. Et voilà, c'était le but qui a donné la victoire au Sénégal. Vous avez vu un peu la fougue avec laquelle Sadio Mané a tiré. Oui, mais là, il était déterminé. Il s'est dédonné. Sinon, s'il raté encore celui-là, donc, ça allait être catastrophique. C'est une double fête au niveau du Sénégal aujourd'hui. L'Union africaine et en même temps les sacres. Oui, c'est une fête pour le Sénégal dans tout ça. Merci beaucoup, Innocent Olenga. Vous gardez le micro parce que je suis toujours avec vous. Vous terminez un thème. Vous allez prendre le tout premier. Allez, on va aller à la Commission électorale nationale indépendante. J'ai vu cette vidéo, j'ai vu ces images du président de l'Assemblée provinciale du Congo central qui
qui a été voir Denis Kadima pour en savoir un peu davantage comment certaines provinces sont alignées pendant que d'autres ne le sont pas. On ne revient pas sur le chronogramme, parce que le chronogramme, on va laisser la parole à Jérôme Bosso, qui en est l'expert, pour nous donner le contenu. Mais quand même, j'ai eu, oui, comprendre qu'il y a quand même des provinces qui n'ont pas été prises en compte et qui n'avaient pas connu de troubles, de questions d'instabilité, de déchéance de gouverneurs, avant la décision du VPM, et que ces provinces-là ne peuvent pas être reprises pour connaître les élections. Évidemment, vous avez parlé de Jean-Claude Wemba. Je lui ai posé la question personnellement. C'était hier parce qu'il est allé voir. On devait être là pour couvrir l'événement, mais malheureusement, les rendez-vous ont été décalés, ce qui a perturbé aussi nos activités. Mais finalement, il m'a dit, il est allé voir M. Kadima pour lui poser la question. Pourquoi il y a certaines provinces dont les gouverneurs ont été déchus, mais ces provinces-là ne sont pas programmées. Nous avons les lois là-bas, où les Mouyèges a été déchu. Nous avons les Sankourou chez moi, où mon neveu Moukoumad a été déchu et confirmé, la déchéance confirmée par la Cour constitutionnelle. Il y a les Nord-Bangui. Et toutes ces provinces-là ne s'affichent pas sur ces chronogrammes. Alors, il est allé poser la question. Et selon lui, le président de la CNU lui a dit, lui ne fait qu'exécuter ce qu'il a reçu. Donc, on lui a remis cette liste-là c'est le ministère de l'Intérieur qui lui a remis cette liste-là, et lui n'a qu'à se confier à cette liste, ce qu'on lui a donné. Quel est le problème de Jean-Claude Wemba de savoir si c'est dans certaines provinces? Il avait une autre préoccupation, parce que lui est du Congo central. Et chez lui, il se pose un problème. Le Conseil d'État a décidé, il y a une décision du Conseil d'État qui réhabilite Atou Matoubouana en attendant l'examen du fond de son dossier. Mais jusque-là, ce n'est pas encore fait. Alors, il lui a posé la question, pourquoi la CENI ne respecte pas la décision du Conseil d'État? C'est la même réponse. Donc, lui n'exécute que les ordres. Ce n'est pas lui qui aligne les provinces, mais sur la liste que lui a reçue, il y a cette province-là du Congo central qui pose problème. Donc, c'est un problème maintenant entre les conseils d'État et les VPM à Selo. Donc, c'est une mauvaise direction. Il a posé la question à la mauvaise direction, à la mauvaise personne. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. Mais là, une décision de la justice est en train d'être piétinée. Et comme je vous ai dit la fois passée, j'ai des inquiétudes parce que nous retombons dans les mêmes erreurs du passé où les mêmes erreurs que nous avons reprochées à Chadari, que nous avons reprochées à Mauve en tant que ministre de l'Intérieur, sont reproduites par Asselo, qui est de l'IDPS, et là, finalement, on ne comprend rien. Très bien. Je crois que ce qui s'est passé au Congo central, et je pense même que Asselo l'a hérité, Asselo est venu hériter la situation. Bon. On apprend que les Sankourou et les Nord-Bangui ainsi que les Lolaba seront alignés peut-être avant la rentrée parlementaire. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu omission, il y a eu, je ne sais pas, quand on dressait la liste là, on ne sait pas qu'au Sankourou, chez lui au Sankourou, c'est chez lui. Il ne sait pas que son gouverneur est déchu. Merci beaucoup, Innocent Olenga. Allez, Jérôme Bosso, c'est pourquoi nous vous avons demandé de venir aujourd'hui. C'est sur la question de ce chronogramme. On dit que ce n'est pas encore un calendrier, mais c'est quand même indicatif du processus à venir. C'est un chronogramme assorti des contraintes, notamment sécuritaires, des contraintes notamment financières. Et c'est là où on dit c'est les nerfs de la guerre. Jusque-là, la CENI n'a pas de moyens et on projette ces élections pour décembre 2023, pendant que les grandes options qui sous-tendent même la tenue de ces élections sur le plan politique ne sont pas levées. Est-ce qu'il faut garder l'unique tour? Est-ce qu'il faut aller au second tour? Est-ce qu'il faut garder tout ce que... Qu'est-ce que vous, en lisant ces chronogrammes, vous vous êtes dit, bon, ça c'est faisable et ça, ce n'est pas faisable? Merci. Serge, en lisant les chronogrammes que nous appelons feuilles de route du procès électoral 2021-2027, produit par la Commission électorale indépendante, en date du 3 février 2022, il ressort certains constats. On voit que tout d'abord, ce boussole, c'est comme un pilote, il doit avoir boussole pour indiquer les 4 points cardinaux. Oui. Et c'est cette boussole-là, on peut voir qu'est-ce qu'il y a à faire et qu'est-ce qu'il y a à faire et où
stocker et qui serait responsable pour contribuer à l'achèvement, à l'atteinte de l'objectif de cette feuille de route qui est l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Très bien. Et pour faire les élections dans le délai constitutionnel, il faut donner des séquences opérationnelles qui sont bien indiquées. Et quand nous lisons cette feuille de route avec double lunettes techniques et lunettes politiques, on dégage ce que nous appelons les exigences de fait qui sont des contraintes que vous venez de faire. Pourquoi on arrive à des contraintes? C'est parce qu'on constate que telle activité pour faire, ça doit être inscrit dans le temps, dans l'espace. Et quand nous prenons la feuille de route, nous voyons qu'il y a à peu près 8 contraintes. Première contrainte, c'est contrainte temps. La feuille de route nous dit temps limité. Pourquoi on arrive à présenter cette feuille de route avec comme contrainte temps limité pour la préparation et l'organisation des élections? C'est parce qu'on n'a pas eu en présence d'esprit la planification des élections. Cette planification s'est faite à double niveau. Au niveau du gouvernement qui fait ce qu'on appelle planification incitative ou planification directe que le gouvernement devait faire, et au niveau de la CENI. Mais quand on fait la planification, pour que les élections puissent se faire sans qu'on puisse avoir des exigences, des contraintes de facteur temps, on devait le planifier en disant, on met les curseurs pour le planificateur électoral, disent on devait mettre les curseurs sur le mois d'avril 2021 jusqu'au 24 janvier 2024, date de prestation de serment. Donc ça nous donne une fourchette de 1000 jours. Mais aujourd'hui, nous voulons mettre nous sommes de 1000 jours d'avril 2021. Mais aujourd'hui, nous sommes au mois de février. Nous totalisons 11 mois de retard. Quand vous prenez le 11 mois de retard, vous multipliez par 30 jours, vous avez 330 jours. Donc ça aura une incidence sur le processus. Pourquoi pas? Ça va impacter. Ça va impacter. C'est pourquoi on vous dit que le temps limité pour l'organisation des élections. Donc, une activité que vous devez faire dans le 1000 jours, vous le faites maintenant dans 770 jours. Et les conséquences, c'est quoi? Ça va impacter le reste d'activités. Oui. Et quelles sont les activités qu'on va faire? Nous avons un problème de fichier électoral. Le fichier électoral nous demande, pour sa constitution, nous demande 400 jours. Nous avons un problème de commande et conditionnement de matériel. Déploiement de matériel, ça nous demande 223 jours. Nous avons un problème là de dépôt de candidature et réforme électorale, 180 jours. Et vous prenez tous ces jours, vous les alignez et vous faites votre travail bien. Mais parce que nous avons travaillé maintenant avec un déficit de temps, déficit de facteur temps, que faire? C'est pourquoi on vous dit le temps. De moyens financiers, est-ce que l'argent est déjà disponible? On vous dit problème de volonté politique pour disponibiliser cet argent. Le budget même qui doit financer les élections. Donc, dans cette feuille de route, vous avez de grandes opérations. Ce que nous appelons activité électorale critique. Activité critique des élections. Qu'est-ce que nous attendons par chemin critique des élections? C'est l'ensemble des tâches qui sont réunies pour arriver à atteindre l'achèvement qui est l'organisation dans le délai constitutionnel. Et on vous dit d'abord que ça, une des tâches retardée, ça va impacter l'atteinte de 2020-2023. Or, ici, nous avons, par exemple, le problème identification-enrôlement. C'est un casse-tête, ça prend 400 jours. Et nous voulons que cette identification puisse être couplée avec le recensement. Denis Kadima était clair sur la question parce que nous allons vous libérer. Il dit soit l'ONIP, il a quand même taquiné un peu l'ONIP, selon lui, qui jusque-là n'a pas finalement fait son travail, soit on s'en tient à l'identification des électeurs, tout simplement, qui est d'attendre les recensements généraux. Il n'a pas taquiné l'ONIP, il y a des services habilités à faire ça, ce qu'on appelle le recensement administratif à vision numérique. Et qui devait faire? Maintenant, il y a quel d'intérêt ou bien de marché. Le ministère du numérique veut intervenir, le ministère du plan veut intervenir, avec l'INES, ainsi de suite. Mais on a voulu que les structures spécialisées, ONIP, INES, CENI, se mettent ensemble à avoir une approche de travail. Quelle est l'approche à faire pour arriver au résultat? Et comment on va le faire? Parce que si on se met, on ne peut pas. Je vais allez-y par là. Vous avez parlé de recensement. L'importance que nous ne voulons pas aller encore aux élections sans pièce carte d'identité. Parce que nous avons violé la loi. Qui est électeur? C'est un Congolais. Qu'est-ce qui montre que c'est tel Congolais, mais c'est innocent Congolais? Il n'a pas la carte d'identité. Carte d'électeur n'est pas carte d'identité. Et c'est pourquoi vous avez parlé de Cannes. On nous a éliminé des Cannes. Pourquoi? Parce qu'on a introduit des recours pour Kanga.
Le tribunal arbitral de sport à Genève nous a demandé à demander notre FECOFA, prouver que Kang est congolais. Nous avons prouvé, nous avons donné, garçon qui habite Ngirigiri, il fait cela, donner sa carte d'identité. On porte la carte d'électeur. On dit carte d'électeur n'est pas carte d'identité. Or, la CENI de 2018 avait commis une maladresse de induire le gouvernement en erreur. Parce qu'en faisant ça, il devait y avoir un sous-bâtiment juridique. Le décret devait être pris par le Premier ministre pour dire la carte d'électeur fait office de ça. Adressez-vous un peu, téléspectateur. Par rapport à la feuille de route, c'est-à-dire que le délai ne sera pas tenu. Non, le délai va être tenu à condition qu'on puisse compresser le délai et qu'on mette suffisamment de moyens parce que nous allons organiser des élections les plus coûteuses. Et pour mobiliser le moyen, est-ce que nous avons capacité de mobilisation de moyens à l'heure qu'il est? Et c'est ça la question. Parce que nous, on voit des volontés politiques. Oui. Est-ce que le gouvernement a déjà disponibilisé les moyens matériels, financiers et logistiques à la CENI? Nous disons non. À quand est-ce qu'on va faire ça? Est-ce que notre Parlement est en mesure de voter, d'adopter, de voter des lois les lois essentielles, ce que nous appelons la législation électorale, pour que la CENI organise les élections, parce qu'au mois de mars, la rentrée du mois de mars, jusqu'au juillet, est-ce que le Parlement sera en mesure de doter la CENI, toutes les lois, toutes les législations? C'était une paire de manches. Et c'est pourquoi vous voyez, et du côté moyen financier, il n'y en a pas, et du côté législation électorale, il n'y en a pas, et du côté aussi, on vous parle de volonté politique. Ça semble ne pas être au rendez-vous, parce que jusque-là, la CENI n'a pas de moyens, et quand on va donner ces moyens en retard, ça va pousser la CENI à faire des élections qui vont être entachées d'intégrité électorale, qui ne seront plus les élections de qualité, ce que nous avons perdu en 2006, en 2018. Donc c'est tout un problème pour vous dire que 2028, nous devons faire attention parce que l'espèce de glissement électoral plane là-bas et quand on va glisser, la responsabilité sera partagée au niveau des acteurs de responsables, au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement et au niveau des partenaires aussi techniques et financiers qui nous assistent. Jérôme Bosso de l'État agir pour des élections transparentes et apaisées. Cher Jérôme, merci d'avoir été des nôtres pour cette question des consultances. Vous gardez les contacts avec les réalisateurs parce qu'il est prévu un plateau spécial sur la question du chronogramme. Vous serez cette fois-là face aux acteurs politiques côté Union Sacrée et côté la Mouka pour que vous puissiez faire une lecture technique de la question de cette feuille de route. Merci d'avoir été des nôtres et au revoir. Merci beaucoup. Allez, on va aller avec des chroniqueurs, des journalistes politiques. Walter Kouy, je ne sais pas s'il faut prendre rapidement ces derniers thèmes qui nous concernent. 40 minutes d'audition de François Beya Kassonga, le numéro 1 du CNS, Conseil national de sécurité. Les chefs des flics, si je peux me le permettre, aucune version officielle, personne ne donne de la bonne information, à part peut-être Georges Kapiemba. Que se passe-t-il finalement? Ça sent mauvais, comme Jérôme, comment il s'appelle, José Nawez, l'a titré ce matin dans son édito. Merci beaucoup pour la question, mais permettez-moi de revenir un peu sur ce que l'expert électoral vient de dire tout à l'heure. Je me rappelle dans un passé récent, tout était sur la tête de Kabila. Alors, il ne faudra pas aussi qu'aujourd'hui, on dise que c'est Tshisekedi. Ou qu'on dise le contraire, que ce n'est pas Tshisekedi, ce sont les opposants ou la CENI. Non. C'est le gouvernement qui doit mettre les moyens à la disposition de la CENI pour que la CENI nous organise les élections. Parce que les délais critiques déjà... voilà. Le délai, il est critique. Autre élément, Corneille Nangaa, avant qu'il ne parte, était formel. Il dit ceci, je le cite, « Il faut toujours dissocier l'enrôlement des électeurs avec le recensement ou l'identification de la population. Ce sont des opérations qui peuvent se faire de façon séparée. On ne peut pas toujours, comme en 2015, vouloir subordonner l'organisation des élections au recensement général de la population. Non, ça, Corneille Nangaa dit, il faut dissocier. Raison pour laquelle nous devons appeler les autorités politiques. Mais vous sentez que la CENI est en train de pleurnicher là? On doit donner l'argent, c'est une obligation. La majorité actuelle au pouvoir ne doit pas préparer le lit du glissement parce que apparemment c'est fait à dessein. On sait que Kadima et son équipe ont besoin d'autant par mois. Mais aussi longtemps qu'on ne donne pas, d'une part, et d'autre part, dire que nous avons un bon matelas financier, c'est contradictoire. Raison pour laquelle
il faut disponibiliser... François Béa Kassonga, 48 heures dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements. On ne va pas revenir sur les conditions de son interpellation, mais est-ce que vous avez encore un peu plus d'infos, au-delà de ce que Georges Kapiemba dit? Non, pas d'infos. Vous voyez que c'est lui qui coiffait tous les services de sécurité du pays. C'était le numéro 1, c'était le conseiller spécial. Je pense que c'est un sujet très sensible, ce qui fait que les gens des services sont vraiment très avares. Mais s'agissant de ce que les gens disent, tentative de coup d'État, moi je pense que on risque de mettre la charrue avant le bœuf, ou on va vite en besogne, parce que vous savez qu'un putsch ou un coup de force, on ne le fait jamais seul. Mais or, jusque-là, c'est le seul qui a été interpellé. 2 jours après, qu'on n'interpelle pas d'autres, c'est vraiment étonnant, raison pour laquelle je suis vraiment très assoiffé ou très pressant de voir une chaîne d'interpellation pour mettre hors d'état de nuire, si c'est le cas, comme certaines personnes disent déjà, tentative de coup d'état. Mais jusque-là, personnellement, je n'avance pas l'hypothèse d'une tentative de coup d'état, mouvement subversif ou autre chose, peut-être, mais coup d'état, on ne le fait jamais seul, sinon ça serait une chaîne d'interpellation, comme c'est fut d'ailleurs au Burkina Faso avant le coup d'État qui a réussi, on avait arrêté plus d'une vingtaine. Mais là, c'est d'abord un civil qui a été arrêté, aucun homme de troupe ou officier en uniforme qui a été interpellé. On n'arrête pas quand même les patrons de CNS de cette manière. C'est qu'il y a eu bénédiction ou il y a eu quitus du président de la République lui-même qui n'était même pas là. Bon, même si le président ne donne pas les quitus, quand il y a danger, et si le président est à l'extérieur du pays, je ne pense pas qu'on va attendre que le président arrive pour qu'il donne autorisation. On met la main sur la personne qui est accusée ou sur lesquels pèsent des soupçons en attendant que l'autorité suprême ne soit saisie. Ça doit se faire comme ça, parce que si on doit attendre toujours que le président soit informé, le pire peut arriver ou pourrait arriver. Je vais revenir à vous sur cette même question. Innocent, lui on dit que c'est un homme de confiance, c'est les flics en chef, il manipule les infos extérieures et intérieures. Qu'est-ce qui arrive finalement à François Béa? Plusieurs hypothèses, on parle du règlement des comptes, on parle de la guerre des clans, vous avez encore cette réquisition d'informations adressée au directeur général de la compagnie Orange sur les relevés des appels d'un numéro que je ne sais pas donner ici. Jameda m'a demandé d'appeler les numéros, j'ai refusé, je lui ai dit de lui-même d'appeler. Et c'est les militants de l'UDPS qui rentrent dans la danse pour barricader la route hier. Alors, comment faire les liens entre cette réquisition et cette interpellation suivie de l'audition de François Béa? On dit que lui-même, il serait dans les dossiers des mines, en conflit avec un autre proche du président, Fortuna Bisselele, à qui le président avait demandé d'arbitrer le dossier. Un gros plan sur la question, Innocent? Oui, Serge, comme vous savez, comme Walter l'a dit, c'est un dossier très très sensible qu'il faille les traiter avec beaucoup de délicatesse. Mais mes dernières nouvelles, parce que vous avez parlé d'une audition de 40 minutes, bon, chacun a ses sources, mais moi, jusqu'à 1h du matin, avant de dormir, quand j'ai écrit les derniers articles, il m'a été dit que jusque-là... Il a refusé de collaborer. Il n'a pas été soumis ou il n'a pas subi un interrogatoire. Ça, c'est mon dernier câble d'avant 2h du matin, avant que... Vous ne dormez pas, vous? Oui, mais quand il y a actualité sur notre travail, c'est une prison, nous avons accepté de le faire. Mais il y a un principe en matière de sécurité. Quand vous lisez les SAS de Gérard Devilliers, selon les principes de la CIA, on vous dit tout le monde est suspect. Donc nous appartenons à un même corps, mais nous nous suspectons. Mutuellement. Oui. Serge me suspecte, moi je les suspecte. C'est comme ça qu'on avance avec la sécurité, parce qu'on ne peut pas faire confiance totalement. Parce que vous avez parlé de l'homme des mains, le bras droit. L'homme de confiance qui n'inspire plus confiance. Oui, mais toujours, quand vous lisez un autre SAS, on vous parle de la top de l'anglais. Ça, c'est les patrons de la CIA qui envoie les gens en mission, mais lui-même est derrière. Donc, il fait les contre-espionnages et il met ses hommes en difficulté. En matière de sécurité, ça existe, ça n'étonne pas. Et lorsque on arrête quelqu'un, comme le cas de François Béa, c'est qu'il y a un ou plusieurs indices
qui constituent des griefs. Et ce sont ces griefs-là qu'on est en train maintenant de vérifier. Bon, maintenant, hier, on m'a appris que c'est maintenant là qu'on commençait à constituer la commission d'audition. Mais on l'a d'abord pris, mais on constitue la commission après. Bon, ça, c'est leur organisation. Mais ce qui est vrai, il y a beaucoup de versions. Versions venant des pro-BEA et des anti-BEA. Tous dans les services. C'est ainsi que vous voyez, moi, quelqu'un m'a appelé pour me dire, mais Scoop, vous nous avez donné cette version, maintenant, nous vous donnons les versions que nous récoltons de ces services-là. Parce qu'un bon journaliste a aussi des câbles partout. Nous ne sommes pas ennemis. Les gens pensent que quand vous êtes avec les gens de l'ANR, donc vous devez de l'ANR. Non, je ne suis pas de l'ANR, mais je puise les informations à l'ANR ou dans d'autres services de sécurité. Il y a réquisition. La réquisition a été établie le 7 janvier 2022. Et l'arrestation intervient le 5 février. Donc, le 6 plutôt. On a pris le temps de vérifier, de recevoir les appels, tout ce qu'on a demandé, parce que dans la réquisition, on demande d'identifier les propriétaires du numéro. Je l'ai, mais je ne peux pas les donner. Et je n'ai pas voulu aussi l'appeler parce que là, on risquait d'être fauché aussi. On demande l'email de cet appareil-là et d'autres appareils, les SMS et tous les appels, depuis le 1er mai 2021 jusqu'au 7 janvier 2022. Donc, vous voyez que c'est une période de plus de 7 mois sur laquelle on est en train d'enquêter. Mais là où moi je déplore maintenant, c'est que l'ANR nous a mis à nu l'inefficacité de l'ARPTC. Parce que toutes ces données-là, l'ANR devait les prendre auprès de l'ARPTC. L'ARPTC qui devait avoir du matériel pour contrôler tous les flux d'appels, des SMS, des sociétés. Kabila avait donné l'argent pour qu'on achète. À l'époque, Kabila avait donné l'argent. Pauvre Kabila. 10 millions de dollars du temps d'Oscar Manikunda. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Il y a même un agent qui avait démissionné, Serge Ndioli. Il est en France. Il m'a appelé de là et nous avons produit un article en 2018. 2018, où il dénonçait comment l'ARPTC favorise largement la fraude des téléphones. Et non seulement que l'ARPTC et l'inefficacité de l'ARPTC est mute à nu, mais il y a aussi cette histoire des RAM. On a instauré RAM pourquoi? C'était pour identifier les téléphones. C'est pour connaître les emails des téléphones. Alors pourquoi on va vers Orange? Alors, et que fait maintenant les services? C'est la firme C5 Energy qui a été recrutée pour identifier les téléphones. Pourquoi on va vers Orange? On comprend que la vraie version de RAM, ça n'a rien à voir avec... Donc, C5 Energy bouffe l'argent inutilement. Innocent, vous allez réfléchir, parce qu'il y a 2 semaines, je vous avais reçu sur ce même plateau, je ne sais pas si ma mémoire est la bonne, 2 semaines ou 3 semaines, vous avez quand même parlé de cette guerre, querelle, des clans, de tout ceci. On a même cité, à tort ou à raison, Fortuna Bisselele, on a cité Guy Loando dans l'affaire, on a même cité Corneille Nanga, on a même cité José Mpanda, et sur un carré minier. Le problème aujourd'hui, c'est aussi les carrés miniers, dans les Haut-Touélé, je crois, dans l'ex-province orientale, et dans les Grands Katanga, tout comme dans les Kivu. Et il a été demandé au spécial de pouvoir arbitrer cette question. Est-ce qu'il a fait rapport? Il semble que des produits hautement stratégiques ont été vendus dans un pays asiatique. C'est difficile en tout cas de les confirmer. Joachim Diana, bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Qu'est-ce que vous avez appris de cette histoire de François Vien? Oui, mais écoutez, on l'a appris, comme tout le monde, les informations que les confrères viennent de donner. Mais ce qui m'étonne, ce qui transpire, c'est-à-dire, à part ce qu'on peut écouter en coulisses, tout ça, comme je n'ai pas l'habitude de sentir l'odeur de ce qui est dans le ventre de quelqu'un, j'attends d'abord qu'il le sorte en pétant ou bien en faisant quoi. Oui. On sait qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Mais nous avons appris que notre frère ici, Kapiamba, serait parti le rencontrer. Oui. Et après la rencontre, Kapiamba est devenu peu bavard. C'est les porte-parole de l'ANR maintenant. Ce sont d'autres gens qui racontent ce que
Kapiamba aurait entendu. Mais lui-même, il est devenu muet. Alors, c'est contraire à ses habitudes. Mais même ce qu'on rapporte de ce que M. François Béat aurait dit à Kapiamba, c'est contradictoire. Il y en a qui disent qu'il lui avait dit qu'il était en train d'être interrogé pour avoir participé à des réunions qui seraient subversives. Mais je suis d'autres médias qui disent jusque-là, il n'a pas encore été entendu, une commission a été mise en place, c'est Kapiamba aussi qui aurait raconté ça. Alors c'est pourquoi nous aurions voulu que Kapiamba lui-même parle. Mais voilà, mais la vraie leçon que nous tirons, c'est quoi? Que nous entrons dans une zone dangereuse. Ça, c'est la nudité de l'État. Nous entrons dans une zone dangereuse. Vous ne serez pas étonné que demain, de tout ça, les soupçons, on soupçonne tout le monde, non, Walter Nkou est pris, Innocent Olenga est pris, déjà. Donc, ce sont des périodes que nous avions cru enterrer avec la démocratisation. On avait voulu, quiconque veut régler des comptes à quelqu'un d'autre, il y a des mécanismes pour ça. Si c'est un parlementaire, il a une tribune. Si c'est quoi, il y a les médias libres. On peut aller tout dire. Mais cette histoire de fomenter des coups pour qu'on arrête déjà, vous savez, nous avons le stade de martyrs. Ah oui, avec qui? Les martyrs là, ce sont les gens, on est allé dire au président, voilà, ils veulent faire le coup, et ainsi de suite. Ils ont été pendus publiquement. Vous avez Matanda, un industriel du côté de chez moi, à Massimanimbala, Jacques. Cet homme n'avait rien de politique, c'est un simple commerçant. Il n'avait rien de politique, c'est intéressant même. Et d'abord, à l'époque, vous allez vous intéresser à quelle politique? Mais puisqu'il avait un neveu, Koudiakou Banza. Koudiakou Banza, un ancien collègue du président de la République dans l'armée, ainsi de suite, qui est... Et on dit non, si lui peut faire le coup, c'est son frère, son oncle qui a beaucoup d'argent qui peut le financer. Donc, pour avoir l'argent des usines à Massimanimbala, c'est devenu un crime et il a été tué pour ça. Nous allons en face la même chose. Nous avions connu les épisodes Kiganga, Capitaine Poignet, des histoires. Donc, ce sont des histoires, nous avons cru qu'on a enterré ça avec la démocratie. Vous allez apprendre aujourd'hui, comme dit Innocent, si les enquêtes ont commencé, il suffisait que pendant cette période-là, vous ayez appelé Béa. Ou bien qui vous ait appelé même pour une... On peut vous appeler. On vous appelle. Voilà. Mais moi, j'avais été entendu au camp Kokolo. Pourquoi? Puisque, lorsque on soupçonne le général Moukoko, et qui était moi j'étais assistant de Mikanza, Mikanza m'a envoyé l'inviter à une manifestation, je suis allé lui déposer l'invitation, j'ai été séquestré là-bas. On m'a entendu pendant toute une journée. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Je ne savais pas que celui à qui je vais déposer l'invitation est déjà en train d'être entendu pour soi-disant préparation de coup d'État. Dans le répertoire, il y avait, vous l'aviez appelé à tel jour, vous l'aviez appelé, je l'appelle. De quoi vous êtes dit? À la demande de mon patron, qui est son frère, c'est de suite parfois. Donc vous voyez qu'on entre dans une période très compliquée. On va commencer à se régler des comptes de cette façon-là. Je pense qu'il faut qu'on en termine et une fois pour toutes. Alors, Innocent Olenga, je reviens à vous. Votre dernier tour de cette émission. Il nous reste encore 10 minutes, on va se séparer. Rien à voir avec ce que vous avez écrit hier, hein? Les blocs Kasaï oriental, les blocs Kasaï occidental, qui vous disent que bon, il faut un peu avoir le contrôle du président de la République lui-même, mais il semble qu'on reprocherait aussi à ces patrons du CNS la certaine légèreté dans le traitement des dossiers. J'ai lu ça, je tire ça d'Africa News ce matin, qu'il aurait laissé passer ses anciens collaborateurs comme Kalev Moutom quitter les frontières, laisser l'ancien chef de la diplomatie près de Kabila, Kikayabin Karoubi, la sortie du général John Numbi, c'est la passivité ou une complicité, c'est beaucoup de choses, hein. On dit de lui, bon, il y a des gens qui étaient anti-lui autour de Kabila et autour de Félix, qui ont dit, bon, il est grand temps de pouvoir anticiper et de régler des comptes.
Vous savez, rien n'est à exclure. La guerre des clans, ça, ce n'est pas à exclure. C'est connu de tous qu'il y a 2 camps à la présidence de la République, 3 même. Il y a les clans Kassai oriental et les clans Kassai occidental, ou Kassai central. C'est connu. Et à ces 2 clans-là, il faut ajouter la diaspora. Bon, légèreté, je ne suis pas de service. Mais moi, je connais comment Kalev est sorti. C'est vrai. Je ne veux pas le dire, mais il y a une négociation. Soit vous m'arrêtez, je dérobe de ma règle des barbouzes, je mets tout sur la place publique, soit vous me laissez sortir, je vais faire ma vie ailleurs. On a opté pour la deuxième hypothèse. Un bon débarras. Voilà. Alors, autour du chef, la guerre des clans, c'est quoi? C'est des carrés miniers? Mais vous savez, Serge Kabon, nous l'avons écrit, sans mâcher des mots, et nous nous assumons. Autour non, même chef, 2 semaines après, les faits vous donnent raison. Du chef, il y a des faucons et des vautours. Et chacun est venu avec les principes de carpe diem. C'est maintenant ou jamais. Et il faut, quand on vient avec l'esprit d'enrichissement, on le fait en désordre. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arrêter. Vous savez, avec Mobutu se disait, il est le roi du ballon, il ne peut pas voler, il banda Moutika, parce qu'on s'est dit, c'est nous, personne d'autre ne va nous remplacer. Et lorsque les Kabyles sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous prenons parce que nous savons que nous allons partir un jour. Dans la tête de Mobutu, il ne partira pas. C'est ainsi que quand il régnait, Mobutu a combien de parcelles ici à Kinshasa? Mobutu a laissé combien de parcelles? À part la parcelle de Bandal, qu'il a acheté quand il était journaliste. Il n'en a pas 3 ou 4. C'est parce que se disait, c'est chez lui. Et les autres qui sont venus, qu'est-ce qu'ils font? Ils se constituent des matériaux financiers, ils sont dans les booms immobiliers en désordre et ils sont dans tous les sens. Là où passe même 100 francs, ils sont là. Et c'est ça autour du chef de l'État. Et alors, quand vous êtes comme ça dans ce contexte-là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la guerre. Vous voulez que moi, tel soit bien apprécié par les chefs de l'État, et pour vous débarrasser des autres, il faut créer des situations. Et tout ça n'est pas à exclure, Serge Kabongo. Merci beaucoup. Walter Kohl, voici ce que les médias racontent, hein, c'est-à-dire nous n'avons pas la bonne version, le gouvernement ne communique pas, la présidence elle-même ne communique pas, l'ANR ne communique pas, mais qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons les différentes versions que les médias nous donnent. J'ai lu vraiment, je vous recommande même cet article de Africa News, quand j'ai parlé des 40 minutes d'audition, c'est Africa News qui a écrit ça, et vous savez les séries avec lesquelles cette rédaction traite les informations. On dit qu'il y a des guerres autour des carrés miniers et qu'il y a des matières stratégiques. C'est très fort que ce soit l'uranium qui aurait été vendu, l'autorisation de quelqu'un, et les Américains auraient intercepté l'info. Et c'est difficile de donner du crédit à de telles affirmations, mais je crois quand même que c'est aussi difficile de demander à l'ANR de nous dire la bonne information maintenant. Est-ce que c'est les jours à venir qui vont nous déterminer? Peut-être qu'on ne saura jamais. C'est une matière très sensible et voire, surtout au regard du niveau des responsabilités que François Béa a occupées, je ne pense pas que ça serait, à moins que nous évoluions comme on évolue depuis là, que l'État soit dans la rue, mais sinon, certains secrets d'État seront gardés, même s'il est fautif, on ne le dira pas parce que il est dépositaire de certaines informations ultra sensibles qui ne méritent pas d'être mis sur la place publique. On pourra rester peut-être tout le temps comme ça, à se poser beaucoup de questions, mais s'agissant de l'intégralité de la véracité, ce n'est pas aujourd'hui ou demain qu'on en saura. Mais c'est pour enchérir aussi ce que l'aîné Innocent Olinga disait, c'est tout à fait normal. La guerre au palais ou dans la cour du président de la République, le vrai problème est que... Ce n'est pas une purge. Ce n'est pas une purge. Non, pas purge. Kaboundé est parti. On est dans un contexte où le seul boulot, c'est le travail politique qui paye mieux en République démocratique du Congo. Et quand vous perdez le pouvoir politique, c'est la misère. C'est là où le président de la République devrait arriver à transformer. Kabila a dit qu'il n'a pas réussi à changer l'homme congolais. C'est à Tshisekedi de transformer l'homme congolais parce que s'il ne le fait pas, il pourra faire son second mandat, mais on ira de cycle de détournement et de rénonciation, renouvellement de loyauté ou quoi. Rien ne va changer. J'ai fini en revenant sur le dossier RAM. Mais c'est une vaste escroquerie. C'est des grands enjeux. On doit en parler tous les jours. Félix sur les fonds sociaux. Non.
le Parlement, Assemblée nationale et Sénat disent que c'est illégal, la Banque centrale dit que moi je ne reçois pas cet argent. Il y a même la DGRAD dit que je ne reçois pas. Mais c'est impensable que le président de la République se taise par rapport à ces dossiers. Lui qui parle du peuple d'abord, c'est ici qu'il doit apporter une réponse. L'état des droits, c'est aussi le respect de ce que les parlementaires ont dit. Qu'on arrête le prélèvement avec le RAM parce que Innocent Olenga vient de démontrer que leur truc là d'identification, c'est du n'importe quoi, c'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque à la limite. Allez, déjà les images que nous avons vues, le confrère Wali n'accrédite pas la thèse d'une purge qui ne dit pas son nom, hein, parce que vous avez un Kabound qui était les bras séquiliés sur des questions politiques, pour des règlements politiques avec les présidents de la République, qui est parti de la manière que nous connaissons tous. Vous avez maintenant celui qui est les piliers, jusque-là encore, François Béat, sur des questions sécuritaires, qui est en train d'être parti. Mais je crains fort que ce soit, comme on dit, Aléa Yacta Est. Les dés n'est-il pas déjà jeté pour François Béat? Parce que quand vous regardez déjà comment il a été cueilli, j'ai lu Africa News, il était sous la douche, il est sorti avec son peignoir, et il était malade, on le soupçonne comment 3-4 jours, son numéro ne passe pas, il dit qu'il était alité. Mais en même temps, quand on fait balancer sur les réseaux sociaux des vidéos, des images d'un François Béat déjà fatigué, excusez-moi, est-ce qu'il va encore retourner? Ce n'est pas une manière de l'humilier déjà, et même si on ne trouve rien, et qu'il soit poussé soit à la démission, soit... est-ce que c'est de cette manière-là qu'on devrait procéder? Qui a pris la photo de ces conseillers du président de la République en pleine fonction dans les locaux de l'ANER? Je crois que ça doit être le 7e niveau. Oui, mais écoutez, c'est parmi les techniques. Si demain, on découvre qu'il n'avait rien fait, mais il a déjà été humilié. Voilà. On jette de l'opprobre. L'opprobre a été jeté. Et lui-même, je ne pense pas qu'il aura encore le moral haut pour travailler, surtout dans ce domaine. Donc, sur le plan mental, on l'a déjà gagné. Voilà. Parce que déjà, si ses enfants voient ses photos, sa femme, lui-même, quand il voit ça, c'est-à-dire il est diminué. Alors, vous savez, Béa, c'est qui? C'est quelqu'un qui a traversé pratiquement tous les présidents qui sont passés dans ce pays. Il a travaillé dans le même service sous Mobutu. Il a été avec M. Laurent Désiré Kabila. On a reconnu son expertise, il a travaillé. Sous Joseph Kabila, on a reconnu son expertise, il a travaillé. Aujourd'hui, parler de légèreté, ça m'étonnerait, à moins qu'il y ait une grande corruption morale quelque part. Mais lorsque aussi vous parlez de l'article du confrère Africa News, oui, de l'uranium, Serge, l'uranium, ce n'est non, pas on parle d'un produit sensible. Un produit sensible. Oui. Et, dans la cité, il aurait vendu de l'uranium à la Corée, à ceci, à cela, et les Américains. Mais l'uranium, ce n'est pas quelques carats de diamants qu'on peut mettre en poche. C'est une matière non seulement sensible, mais très difficile à manipuler. Très dangereuse. Très dangereuse. Donc on l'a exploité avec quelle technologie, on l'a stocké comme ça, on a vendu comment et à qui, c'est passé par où. Ce n'est pas n'importe quelle matière. Qu'on me parle de coltan, qu'on me parle des autres produits, d'accord. Mais ça serait regrettable que cette querelle-là, autour de chacun pour soi, devienne la politique. Vous n'accréditez pas comme les confrères la thèse d'une purge, non? Mais c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire quoi? Prenons Kabound. Vous savez que Kabound a planté beaucoup d'arbres dans la cour de la présidence de la République. Il était devenu gênant un peu comme François. Oui. Quand maintenant on bouscule Kabound, on sait que cet arbre-là, c'est lui qui l'avait planté. L'arbre, demain, risque de revendiquer, comme les politiques, ils n'ont pas de morale. Hein. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Bokassa qui avait éliminé son petit-fils, parce qu'il s'est souvenu que comme politiquement, il avait tué son papa. Terminé. Ce petit-là, s'il grandit un jour, il me poserait la question sur son papa. Éliminé aussi le fils de sa propre fille, on l'a éliminé. Donc aujourd'hui on dit sarclons pour que on efface
Il y en a ceux qui n'avaient pas la possibilité. Moi, je vous dis que quand Kaboun était là, dans cette histoire de PA, il aurait été actif quelque part. Oui. S'il faut sauver, il sauverait quelque part. Mais pour le moment, quand on se rend compte que celui-là t'est protégé et qu'il ne pourra plus te protéger, bon, à ce moment, on peut se régler des comptes. Ce sont des suppositions, mais allez, c'est réel parce qu'il y a quelqu'un. Vous ne savez pas ce que c'est être dans ce cachot-là. Nous, on y a été. Vous ne savez pas ce que c'est être dans ce cachot-là. Donc, quelqu'un est là-bas. Un père de famille, un homme respectable, il est là-bas. Donc, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas parce que il avait une mauvaise conduite sur la route ou quoi. Non, en tout cas. On lui met sur la tête des choses très graves. Merci à Diana Djigekoupa. L'émission est terminée, hein, Innocent. Alors, je voulais juste demander des sanctions pour celui, parce que cette photo-là est prise dans un local de l'ANER. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui était avec Beya qui a pris cette image-là. On voit même les genoux d'un homme habillé en kaki militaire. Kaki militaire. Voilà. Alors que l'on découvre qui était assis dans cette chaise-là, et c'est évidemment lui qui a pris la photo et la vidéo et qui a balancé. Alors il faut des sanctions fortes pour cet individu qui ne connaît pas les principes de la sécurité. Merci beaucoup à vous, cher Innocent Olenga. Et pour terminer cette émission, je vous informe qu'il y a plusieurs mandats de comparution dans la province du Tanganyika, autrefois dirigés par les jeunes frères du président, l'ancien président Joseph Kabila, Joé Kabila donc, des mandats de comparution signés pour des dignitaires, dont des ministres, le directeur de cabinet de Joé, tout comme le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, un certain monsieur, ancien gouverneur également, Ngoïki Tangala. On ne sait pas vraiment, plus de 5 mandats de comparution pour ceux qui avaient géré la province, même le président de l'Assemblée, les premiers vice-présidents également, les directeurs de cabinet. On vous en parlera davantage, je crois bien, demain matin ou le mercredi, si l'info évolue. Vous allez rester à l'écoute de CCTV et de la Radio Liberté parce que l'info va évoluer. Et au fur et à mesure, nous allons aussi évoluer avec vous dans nos analyses et peut-être pour vous donner la bonne et la meilleure information. Merci à vous d'avoir été de notre kiosque d'aujourd'hui est terminé. Prenez rendez-vous avec ces mags demain à 9h30. Au revoir.